Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai tellement de bons souvenirs. C'était une époque où il faisait bon vivre. L'herbe était d'un vert verdoyant. Les arbres étaient si majestueux, si feuillus. Quand nous passions à proximité, nous pouvions entendre les chants des oiseaux, ainsi que leurs oisillons, qui réclamaient à manger, car ils étaient bien trop petits pour sortir du nid. Quand je me promenais dans ma ville, il y avait beaucoup de détails que je ne faisais pas ou je ne faisais plus attention aux détails, pour la bonne raison que certains étaient devenus une habitude. Les immeubles qui étaient habillés de linge étendus au balcon, pour ceux qui avaient la chance d'en avoir, qui pouvaient les décorer ainsi de belles jardinières, qui donnaient cette petite touche de couleur. Le rire des enfants qu'on pouvait entendre dans l'aire de jeu en bas. En ce qui concerne d'autres détails, les trottoirs étaient plus ou moins propres, pas de gros déchets qui jongeaient le sol, ni de restes alimentaires pouvant faire venir les rats. Et les gens qui se croient tout permis, comme les fumeurs, qui se permettent de jeter leurs mégots de cigarettes là où bon leur semble, dans chaque recoin de la ville, comme si les cendriers n'existaient pas. Je voulais bien comprendre qu'il n'y avait pas assez de poubelles, mais quand même. C'était dégueulasse. Tu es là, tu décides de faire une petite balade de digestion. Il n'y a rien de pire d'avoir cette odeur de charbon qui entoure les parcs, les forêts, bref, ce qui entoure le domaine public. Il y avait encore le doux bruit de 2 chauffards se klaxonnant l'un à l'autre pour un accident de priorité. Les insultes de quartier qui se faisaient ici et là. Les personnes qui en ont rien à faire de savoir quel jour nous étions. Un week-end, un jour férié, ce n'était pas grave. Ils faisaient quand même leurs travaux. Le voisin qui, un dimanche matin, à 8 heures, décide de faire un nouveau portail, avec visseuse et tout le tatouin, qui fait du bruit sans se préoccuper des autres. Quand on marchait à côté d'une station-service, il y avait toujours cette odeur d'essence. En même temps, c'était un peu logique d'avoir cette odeur si particulière, que même un enfant endormi dans la voiture savait où il se trouvait, rien qu'en sentant l'air. Quand on marchait en ville, il y avait tellement de bruit qu'on ne faisait plus attention par une question d'habitude. Un groupe de personnes qui parlent un peu trop fort, à croire que ces gens-là étaient tout bonnement tout seuls, dans leur monde. Les sirènes de police, car un idiot a fait un excès de vitesse. Le bruit du sifflet d'un agent qui réprimandait un cycliste, car il se croit tout permis, rouler sur le passage piéton, ne marque pas le stop, et ne s'arrête pas au feu tricolore non plus, alors que c'est une obligation. Le bruit des avions qui ont décollé non loin, car ma ville possède un aéroport. C'est une fois que l'on remarque toutes ces petites choses qu'on réalise qu'en fin de compte, on se dit que la vie, mine de rien, c'est quand même très bruyant. À la longue, on ne fait plus attention à tout ça. Mais maintenant, tous ces bruits, les klaxons, les enfants qui chahutent, même un pleur d'un bébé qui peut être agaçant au fil des heures, eh bien, tous ces sons, c'est difficile à croire, mais cela me manque. Cela me manque dans le sens que ces brouhahas, cela nous permet à nous, êtres humains, de nous savoir en vie. Enfin, du moins, d'avoir une conscience. On est bien connu pour notre faculté à nous plaindre de tout et de rien. Il fait trop chaud, on râle. Mais si le lendemain il venait à faire trop froid, on râle également. Des éternels insatisfaits. Mais nous sommes ainsi. On a besoin de nous exprimer, que ce soit en négatif ou en positif. Comme donner un conseil alors que personne ne l'a demandé. Le besoin de porter un jugement, surtout et n'importe quoi. Et ça, dans n'importe quelle culture et dans n'importe quel domaine. On donne un avis pour tout, comme porter de telles choses ou de telle façon, critiquer une coupe de cheveux ou la couleur par rapport à la forme du visage, comme donner un avis sur un nouvel achat, comme une voiture,
il y aura toujours quelqu'un qui nous sortira. Oui, elle est sympa, mais moi, non, j'aurais pas pris celle-là, tu comprends, il y a telle ou telle option. Les humains ont un sentiment de besoin de supériorité aux autres. C'est affligeant par moments, tu voudrais juste dire à une tierce personne de fermer sa gueule tout bonnement. Les discussions que je ne supportais pas, mais que ça me rendait dans une colère intérieure, c'est quand tu es enceinte. Alors là, tu as toutes les questions du monde qui arrivent. C'est une fille ou un garçon? C'est avec votre copain? C'est quand même bien d'être enceinte, hein? Ce n'est pas une maladie, hein? Est-ce que je peux toucher le ventre? Et une fois qu'on accouche, que le bébé a quelques mois, d'autres questions reviennent. Alors, le deuxième, c'est pour quand? Pourquoi? Tu comptes l'élever à ma place? Faire les nuits blanches aussi? Parce que c'est bien beau de vouloir féliciter la maman, de toucher son ventre, de toucher le bébé. Mais est-ce que vous allez féliciter les couilles du père? Enfin, je dis ça, je dis rien. Ce qui est quand même incroyable, c'est que ce qui est pire dans tout ça, c'est que celles qui se permettent de nous donner des leçons ou de faire des critiques, elles sont pour la plupart célibataires et sans enfants. Mais elles se permettent de faire un jugement et de voir ce que tu fais avec ton enfant. C'est comme le besoin inné chez certaines personnes de nous faire rentrer dans des cases que la société nous a mis à disposition. Certains d'entre nous ne veulent pas y rentrer. Et ils ont le droit à quoi à la place? Ils se font harceler, insulter, par qu'au mieux des autres, il n'est pas rentré dans la conformité qu'on leur a dit. Je parle de tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout désormais? La race humaine est en train de disparaître, car un idiot est resté trop longtemps sur le trône avec son smartphone pour remarquer ce qui nous tombait dessus, sur le coin de la tronche. Spoiler alerte, ce gars était un scientifique. Alors bon, pour être exact, les humains ne sont pas totalement disparus, car sinon mon espèce, à moi, serait morte, enfin morte. Drôle de mot quand je vois que certains de mes congénères se prennent une porte en pleine gueule, car elle n'a plus la faculté de se dire qu'il faut tourner la poignée pour l'ouvrir. Comme diraient certaines personnes, il y manquerait quelques cases dans leur cerveau. Mais est-ce que c'est vraiment de notre faute? Au bout du compte, nous sommes des cobayes pour aider la science à trouver des solutions contre les maladies. Mais pour que cela puisse avancer, il faut bien que certains d'entre nous se portent volontaires. Et en plus, ce genre d'expérience est très bien rémunéré. Et bien sûr, on ne va pas dire non à l'argent. Celui qui a dit que l'argent ne rendrait pas heureux était soit un extraterrestre, soit il n'était pas humain, soit alors il est né avec une cuillère d'or dans la bouche. C'est en repensant à cela que je me demande, est-ce que les humains continuent à parler d'argent ou sont retournés en arrière et font du troc entre survivants? Je ne sais pas du tout. J'espère que pour eux, oui, que certains s'entraident, car s'ils nous attendent, ça serait bien triste. Déjà que nous sommes pas bien rapides, mais qu'en plus, si certains se prennent dans tous les objets qui puissent exister, pour faire simple, pour qu'on fasse 5 km, cela peut nous prendre plusieurs jours, mais dans le plus grand des calmes. Pourquoi je connais autant les humains? C'est très simple. Il y a quelque temps, j'étais moi-même un être de chair, avec un cerveau qui fonctionnait correctement. Oui, j'étais un humain qui aimait la vie. Mais un jour, j'avais besoin d'argent pour mes études. Les petits boulots ne payaient pas vraiment. Enfin, c'est ce que je pensais. Et quand c'est au moment où on s'y attend le moins, qu'on trouve une solution. Du moins, c'est ce que je pensais. Une annonce pouvant aider les personnes atteintes de maladies dites incurables, mais avec l'aide scientifique de maintenant, les chercheurs pouvaient pousser un peu plus, avec des bons outils. Il y avait peut-être un moyen que les choses bougent de ce côté-là. Au début, j'en étais très perplexe, car on sait ô combien ce genre de pratique est souvent fausse, voire carrément illégale. Mais Lapin du Gars était plus fort que tout. Sinon, les casinos et tout ça, tous ces jeux d'argent, n'existeraient pas. Alors oui, naïf que j'étais, j'ai répondu à cet appel. Entre l'argent et éventuellement aider une population faible, le choix était vite fait. Une fois arrivé sur les lieux, il suffisait de remplir un formulaire.
en indiquant l'âge, les études, si j'avais une famille, un compagnon, si j'avais un rythme culinaire sain, si j'avais éventuellement des problèmes de santé, ou bien encore si j'avais des allergies à des médicaments. Alors, comme une bonne poire, j'ai tout bien répondu, avec la plus grande déshonnêteté. À croire que j'avais postulé à une demande d'embauche alors que non, c'était juste pour me prélever du sang. Comme un don du sang en quelque sorte, rien de bien méchant. Donc, je m'appelle Sully, âgée de 28 ans, sans famille et sans petits amis. Je vivais donc seule. Je faisais régulièrement du sport, donc par conséquent, j'avais un équilibrage alimentaire très équilibré, avec aucune allergie médicamenteuse. J'avais même rajouté mon groupe sanguin, des fois que ça pourrait servir. Je n'étais pas du métier, mais je ne savais pas pourquoi toutes ces informations auraient bien pu servir, mais bon. Si j'avais réellement su le pourquoi du comment de cet appel, fort généreux, je me serais peut-être abstenue, quoiqu'il y avait quand même un très beau chèque à la fin du prélèvement. Une fois que le formulaire était rempli, je l'avais donc remis au secrétariat, chose qui me semblait totalement normale. Dans la salle d'attente, nous étions une bonne vingtaine, de tout âge. C'est vrai qu'il n'y avait pas de restriction. Nous devions simplement attendre notre tour. Je ne sais pas combien de temps j'ai dû attendre, mais pas très longtemps. Allez, peut-être 40 minutes. Et pourquoi? Pour à peine 5 minutes dans le laboratoire d'analyse. La personne qui nous a accueillis avait l'air d'être quelqu'un de calme, lucide et de très professionnel. Je m'étais pas assise directement une fois que j'étais rentrée dans la pièce. Devant moi, le laborantin avait utilisé un spray antiseptique, mais absolument partout, sur la chaise, la coudoir, même le poignet de la porte, son stylo et sur moi bien sûr. Sur le coup, je me suis dit que c'était certainement normal. Dès l'instant qu'il avait terminé de passer son spray dans toute la pièce, le mec a commencé à feuilleter mon formulaire en le lisant. Un sourire se formait dans le coin de ses lèvres. Il avait l'air très satisfait de ce qu'il pouvait lire. Limite, il jubilait. Ça devenait très embarrassant. Il m'avait donc dit que mon profil était juste parfait, qu'avec mon sang, il pourrait y avoir un espoir pour avancer dans les recherches. J'étais très surprise et bien sûr, j'étais très contente. Je lui ai même informé que s'il a eu besoin, je pouvais revenir au besoin. Le temps de la prise de sang et d'appuyer avec le coton la sortie de l'aiguille. Et le tour était joué. Je pouvais donc rentrer chez moi et reprendre le cours de ma vie. Bon, après, c'était seulement 2 heures de ma journée, autant dire que ce n'était rien du tout. Mais mentalement, je ne sais pas. J'avais cette petite euphorie que j'avais fait une bonne action. Au début, j'avais simplement pensé que j'avais mangé quelque chose de pas frais. Ce qui pouvait y arriver à n'importe qui, ou aussi un gros coup de fatigue. Mais non, ce n'était pas ça. J'avais vu mon corps se transformer, ainsi que mon état d'esprit. Ce n'était bien que plus tard que j'avais eu réponse à mes questions. Le lendemain de ma prise de sang, j'avais commencé à avoir des vertiges. Je titubais au moindre effort. Pourtant, la veille, j'avais extrêmement bien mangé. Je n'étais pas surchargée de travail, enfin, pas plus que d'habitude. Mais là, le simple fait de sortir de mon lit me semblait insurmontable. Alors, après un effort surhumain, j'ai réussi de sortir de ma chambre et j'ai fait une journée totalement normale, sans difficulté majeure. Le jour continuait à s'écouler avec le bon métro, boulot, dodo. Je n'avais pas d'autres symptômes comme les vertiges à J+3. C'était le week-end et pour une fois avec mes collègues et amis, nous avions organisé une petite sortie. Cela faisait des années que je n'étais pas sortie. Alors forcément je m'étais mis en bombe. Une belle petite robe rouge avec des escarpins noirs. Un maquillage tout en finesse. Je ne voulais pas qu'on me regarde. Je voulais le faire avant tout pour moi et pas pour les autres. Je ne cherchais pas non plus à attirer l'attention sur moi. J'étais célibataire et cela me convenait très bien. La soirée avec les copines, c'était juste super. Un moment super agréable. L'ambiance était juste folle. Dans ce petit bar avec un karaoké. C'était vraiment un bon moment avec des petites boissons avec modération. On avait aussi commandé à manger. Franchement, j'avais adoré l'atmosphère du lieu. Nous nous sommes donc promis qu'on referait une soirée comme celle-ci plus tôt que prévu. Après tout, ça faisait rien de mal.
Au contraire, ça faisait du bien au moral. Ça nous permettait de se vider la tête de la journée, voire carrément de la semaine. Nous nous sommes donc séparés dans les alentours de 3 heures du matin. Je n'habitais pas très loin, donc je suis partie toute seule de mon côté. J'ignorais où je me trouvais. C'est les chants des oiseaux qui m'avaient sorti de ma torpeur. En ouvrant les yeux, j'ai remarqué que le soleil était déjà bien haut dans le ciel. Et avec horreur, j'étais sur un matelas tout usé. Comme jamais. Bonjour les bactéries. J'avais un goût bizarre dans la bouche, sûrement provenant des verres d'alcool de la veille, comme visiblement, je n'étais pas rentrée chez moi pour me brosser les dents. Mais en essayant de me lever tant bien que mal, j'ai remarqué un léger petit détail. Je ne savais pas où je me trouvais, et pourtant cela faisait des années que je vivais dans ce quartier de Shanghai. Mais là, je ne reconnaissais rien du tout. Ni l'endroit, ni le lieu. Rien. Je me suis retrouvée là, dans un matelas dégueulasse, toujours habillée de ma robe de soirée. Je me suis dit qu'avec la technologie de maintenant, je pouvais regarder avec mon téléphone, le GPS. Mais bien sûr, sans grande surprise, je n'avais plus de batterie. Ça devait être un film, une caméra cachée, je ne sais pas, ce n'était pas possible autrement. Mais je ne devais pas paniquer. J'étais dans mon pays, l'endroit le plus peuplé. Une personne ou deux pourrait bien m'aider à retrouver ma destination. Après plusieurs longues heures à tourner à gauche et à droite, j'ai finalement pu retrouver un taxi qui m'avait ramené carrément chez moi. Le voyage m'avait coûté très cher, car j'étais à 2h30 de chez moi. Ma mémoire ne sait toujours pas comment j'ai pu me retrouver là. C'était le trou noir. Je n'avais rien dit à mes collègues de l'incident du week-end. 2 jours se sont écoulés et je n'ai pas fait ce genre de choses. Non. Ensuite, c'était les objets. Des lunettes, les télécommandes, les couverts. Il m'arrivait d'oublier d'appuyer sur le bouton start de la machine à laver. Alors forcément, je pouvais attendre longtemps pour étendre le linge. Mais ces oublis étaient assez fréquents. C'était quasiment toutes les heures. Je ne savais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là, mais c'était de plus en plus étrange. Dans la même journée, j'avais reçu un message du laborantin, me demandant si je pouvais revenir sans aucune réflexion de ma part. J'avais pris les clés de la voiture et j'avais donc pris la route. Une fois encore, je n'étais pas très loin du laboratoire d'analyse. Mais j'avais pas fait attention à un petit détail. L'heure à laquelle j'avais pris la route. Et oui, c'était l'heure de débauche. La plupart des gens avaient terminé leur journée et rentraient donc chez eux. Donc ce petit trajet m'a pris le double de mon temps pour y aller, soit 30 minutes. Juste le temps de me garer sur une place de parking et me voilà de retour au labo. Comme tout le monde, je me suis présentée à l'accueil et m'avait gentiment dit de patienter. Je n'avais pas attendu plus que ça. Le laborantin est venu me chercher de lui-même, en me faisant comprendre d'un geste que je devais le suivre. Une fois rentré dans la pièce, il me faisait comprendre de m'asseoir, sur la chaise en face de son bureau. Mais dès l'instant que mes fesses ont touché le métal froid, des lanières de fer sont sorties de nulle part, m'enchaînant les poignets. Quand j'avais dit qu'il fallait se méfier des offres très alléchantes, surtout ceux en ce qui concerne l'argent, ce n'était pas pour rien. Voilà où j'en étais rendue, attachée à une chaise face à un psychopathe. Déjà que ma vie n'avait pas été très simple, le mec à ce moment-là avait commencé à me poser une tonne de questions. Il m'avait demandé si j'avais ressenti quelques changements corporels depuis ma visite. Bien sûr que j'en avais. Les vertiges, les pertes de mémoire et même le goût de l'appétit. Quand il avait entendu mes réponses, il était étrangement satisfait. Il notait tout sur un cahier. Après tout, il était scientifique. Mais ça n'avait pas expliqué pourquoi j'étais attachée comme un saucisson. Est-ce qu'il comptait me manger? Je ne suis pas des plus appétissantes. Il aurait pu trouver mieux. Il n'avait pas arrêté de faire les 100 pas. Une rage commençait à monter en moi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je lui avais hurlé dessus pour me détacher, que j'étais là pour une prise de sang, pas pour être dans cette position très inconfortable. Il m'avait fait signe d'un doigt que non, je ne devais pas bouger. Et c'est là qu'il s'est lancé un monologue. Je sais que tu dois te poser beaucoup de questions. Alors laisse-moi y répondre, tu veux? Je ne te demanderai une seule chose. Que tu n'interviennes pas. Tu me laisses parler et tout ira bien. Comme tu le sais,
Je suis chercheur pour les maladies. J'aime me lancer des défis, surtout avec les outils scientifiques que nous avons à portée de main. Tout semble plus facile, mais vois-tu, depuis tout petit, je me suis découvert une grande passion pour une créature. Et en plus, ce n'est pas si compliqué que ça à la créer. Avec l'aide de la science et la bonne formule. Mes séries ont tous un point commun. The Happiness, World War Z, Walking Dead, Rec. Ainsi que bien sûr la licence de jeux vidéo Resident Evil. Et plein d'autres encore. Tu as vite compris, j'en suis sûr. Il s'agit des zombies. Mon rêve était d'en créer un moi-même. Et de pouvoir l'observer. Faire mes petites recherches dessus. Je ne veux plus que ça reste de la science-fiction. Je veux que ça soit du concret, de la réalité. Comment as-tu été contaminé, tu vas me demander? Eh bien, c'est facile, grâce à mon spray. J'y ai incorporé quelques molécules qui permettent de changer ton ADN. N'est-ce pas magnifique? Bien sûr que si. Malheureusement, les autres, ils sont tous morts. Il ne reste plus que toi. Je vais faire de toi un superbe zombie. Suite à son monologue, il avait pris tout un tas d'ustensiles sans rien dire. Il m'avait arraché un ongle, me découpa un bout de peau, une prise de sang bien sûr, et me coupa une mèche de cheveux. J'étais allongée dans une pièce. Le sang gisait partout. J'avais beau voir mes blessures, je n'avais aucune douleur. Pourtant, j'avais une grosse entaille d'un couteau dans l'abdomen. Sur mes bras, on pouvait facilement voir les os et les tendons, tellement que j'avais été ouverte, du poignet jusqu'en haut de mon épaule gauche. Il y avait une lumière. Sur le mur à côté de moi, je pouvais voir qu'il y avait un thermostat qui indiquait moins 19 degrés. Mais étrangement, je n'avais pas froid. Ma vision avait été aussi un peu changeante. En tapotant mon visage, j'ai eu la surprise de sentir un trou à la place de mon œil. Des plaques avaient commencé à se former sur ma peau, à l'air libre. Et sans aucun espoir, je me changeais en cette horrible créature. Un zombie, mais avec un cerveau, étant donné que j'arrivais à réfléchir par moi-même. La lumière s'était éteinte, la porte s'ouvrait, et le scientifique était là, devant moi, avec un air tellement heureux, un homme qui avait réalisé ses rêves, et pour le sien, au prix d'une vie. Mais je repense à ça, mais cela fait maintenant des mois que je tourne en rond dans la vie. Sans réel but, non. Entre-temps, le mec avait utilisé son spray magique sur tous les individus. Mais pour lui, ça a mal tourné. L'une de ces charmantes créatures n'avait pas réagi comme moi. Elle n'avait plus d'humanité, qu'elle la dévorait sous mes yeux. Quand il se faisait manger à vif, il rigolait, hurlant qu'il avait réussi sa vie. C'était une scène monstrueuse. Du sang avait giclé de partout. Le zombie lui avait arraché sa carotide. Et avec l'odeur de la chair fraîche, d'autres vinrent lui courir dessus et le manger de toutes parts. Il était impossible pour lui d'espérer se réincarner en l'un de nous. Mais voilà que je suis la seule à avoir encore une conscience, parce que je ne me suis pas nourrie de viande humaine. Jusqu'à présent, je trouvais des animaux, mais je commence à comprendre que mon pseudo-corps, que ce type de repas ne lui suffisait plus. Je savais qu'au fond de moi, j'étais déjà morte, comme mes amis. Mon humanité n'allait pas me rester longtemps, mais de la viande fraîche se faisait de plus en plus rare. J'ai lutté contre ce que j'étais, mais je réalise que c'était peine perdue. Le monde est perdu. Qu'est-ce qui se passe quand nous mordons une personne? Eh bien, elle rentre dans le rang, si elle a de la chance. Sinon, elle nourrit ces voraces, qui ont une faim insatiable. Je ne veux pas succomber, mais j'entends ce son si charmant.